Mon père a essayé de me voler ma maison, tout en prétendant vouloir renouer les liens. Je l'ai fait arrêter et j'ai découvert que je n'étais pas sa première victime. Salut à tous. L'histoire d'aujourd'hui va vous époustoufler. Mais très vite, si vous aimez ce contenu, cliquez sur le bouton d'abonnement. La chaîne a été un peu calme ces derniers temps, et votre soutien est ce qui nous permet de continuer. Allons-y. Publication originale. Je n'aurais jamais pensé écrire quelque chose comme ça, mais me voilà à 2 heures du matin, encore en train d'assimiler ce qui s'est passé au cours de la semaine dernière. Je m'appelle Michael. J'ai 26 ans et je viens de faire arrêter mon père pour avoir tenté de voler mon appartement par vol d'identité et fraude. Pour le contexte, je dois expliquer notre relation. Mon père, Robert, a 58 ans et a toujours été ce qu'on pourrait appeler financièrement irresponsable. En grandissant, je l'ai vu dilapider l'héritage de ma mère Patricia, contracter des prêts qu'il ne pouvait pas rembourser, et constamment manigancer pour le prochain gros coup qui n'est jamais arrivé. Ma mère a divorcé de lui quand j'avais 16 ans, et elle a obtenu la garde exclusive. Le juge a vu clair dans son comportement manipulateur. Malgré tout, j'ai essayé de maintenir une relation avec lui. Je suis fils unique, et une partie de moi a toujours espéré qu'il changerait. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire en informatique, j'ai décroché un excellent emploi dans une entreprise technologique. À 24 ans, j'avais économisé assez pour un apport personnel sur un modeste appartement dans un quartier correct. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi. Du moins, c'est ce que je pensais. Il y a 3 ans, Robert a commencé à s'intéresser davantage à ma vie. Il appelait régulièrement, m'invitait à déjeuner, il s'est même souvenu de mon anniversaire pour une fois. J'étais prudemment optimiste. Peut-être que l'âge l'adoucissait. Peut-être qu'il était enfin prêt à être un vrai père. J'aurais dû me méfier. Les signaux d'alarme ont commencé doucement. Il faisait des commentaires sur mon appartement en disant que c'était notre investissement familial ou plaisantait en disant que les liens du sang sont plus forts que les papiers d'hypothèque. Il posait des questions détaillées sur les conditions de mon prêt immobilier, les impôts fonciers, et même la banque qui détenait mon prêt. J'ai mis ça sur le compte du fait qu'il essayait de s'intéresser à ma vie. Il y a 2 mois, il a demandé s'il pouvait rester chez moi pendant une semaine. Son propriétaire effectuait soi-disant des réparations d'urgence. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Pendant cette semaine, il a été l'invité parfait, préparant le dîner, gardant les choses propres, étant une compagnie vraiment agréable. C'était comme avoir le père que j'avais toujours voulu. C'est à ce moment-là qu'il a dû fouiller dans mes dossiers. Je garde les documents importants dans un classeur de bureau à domicile. Il a une serrure, mais rien de spécial. Plus une dissuasion qu'une réelle sécurité. J'ai remarqué que la serrure semblait rayée après son départ, mais je me suis convaincu que j'étais paranoïaque. La semaine dernière, j'ai reçu un email de ma société de prêt immobilier concernant ma récente demande d'information sur les procédures de transfert de titres de propriété. Je n'avais fait aucune demande. Mon sang s'est glacé. Je les ai immédiatement appelés et après avoir été transféré 3 fois, j'ai parlé à quelqu'un de leur service de lutte contre la fraude. Ce qu'ils m'ont dit a fait trembler mes mains. Quelqu'un se faisant passer pour moi avait appelé plusieurs fois au cours du dernier mois pour se renseigner sur le transfert du titre de propriété à un membre de la famille à des fins fiscales. Ils avaient fourni mon numéro de sécurité sociale, ma date de naissance, le nom de jeune fille de ma mère, tout. La seule raison pour laquelle ça n'avait pas progressé était qu'ils avaient échoué à la question de sécurité sur la marque et le modèle de ma première voiture. J'ai su immédiatement que c'était Robert. Il avait toutes ces informations depuis son séjour chez moi, sauf le détail de la voiture. J'avais acheté cette voiture après le divorce quand je vivais avec ma mère. J'ai passé les 48 heures suivantes à rassembler des preuves comme si ma vie en dépendait. J'ai obtenu les relevés téléphoniques montrant des appels de son numéro à ma société de prêt. J'ai trouvé un bloc-notes dans mon bureau avec des empreintes montrant qu'il avait noté mes numéros de compte. Le plus accablant, j'ai découvert qu'il avait en fait déposé des papiers auprès du registraire du comté pour s'ajouter à mon titre de propriété, avec des signatures falsifiées et tout le reste. L'inspectrice à qui j'ai parlé a dit que c'était un cas d'école de vol d'identité et de tentative de fraude. Les documents falsifiés à eux seuls constituaient plusieurs crimes graves. Elle m'a demandé si je voulais porter plainte. Je n'ai pas hésité. Oui. Robert a été arrêté hier matin à son appartement. Selon l'inspectrice, il semblait vraiment choqué que j'aie impliqué les forces de l'ordre. Il n'arrêtait pas de dire « mais je suis son père. C'est une affaire de famille. » Mon téléphone n'arrête pas de sonner avec des appels de ses frères et sœurs, mes tantes et oncles, me disant que je suis sans cœur, que la famille ne fait pas ça à la famille, que je devrais abandonner les poursuites et régler ça en privé. Ma mère, Dieu la bénisse, est la seule à me soutenir. Elle m'a envoyé un texto,
Je suis fier de toi de te protéger. Il a fait son choix. Voici ce que les gens ne comprennent pas. Ce n'était pas un moment d'égarement. C'était un complot calculé sur plusieurs mois pour voler ma maison. Il a fait des recherches sur le processus, a recueilli mes informations personnelles tout en prétendant créer des liens avec moi, a falsifié des documents légaux, et m'aurait laissé avec un crédit ruiné et de possibles problèmes juridiques s'il avait réussi. Je ne reculerai pas. Il fait face à des accusations de vol d'identité, de falsification, de tentative de vol qualifié et de fraude. Sa caution a été fixée à 50 000 $, qu'il ne peut évidemment pas payer. Il est actuellement en prison au niveau du comté, en attendant son audience préliminaire la semaine prochaine. J'ai aussi engagé un avocat pour m'assurer que ma propriété est protégée et pour poursuivre une action civile en dommages et intérêts. J'ai dû payer pour la surveillance de mon crédit, prendre des jours de congé, et j'aurai besoin de thérapie pour faire face à cette trahison. Il va payer pour chaque centime. À ces membres de la famille qui me traitent de cruel. Où étiez-vous quand il volait ma mère? Où étiez-vous quand il prévoyait de voler ma maison? Vous voulez cautionner son comportement criminel? Très bien, mais ne vous attendez pas à ce que je sois sa victime. J'ai travaillé dur pour tout ce que j'ai. J'ai économisé, sacrifié et construit ma vie honnêtement. Je ne laisserai personne, et surtout pas quelqu'un qui partage mon ADN, me l'enlever. Mise à jour 1, 3 jours plus tard. L'audience préliminaire a eu lieu hier, et je dois partager ce qui s'est passé car c'était à la fois une justification et un crève-cœur. Robert avait l'air terrible. 3 jours en prison avaient laissé des traces. Son assurance habituelle avait disparu, remplacée par quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La peur. Une peur réelle et authentique. Quand il m'a vu dans la salle d'audience, il s'est mis à pleurer. Le procureur a exposé les preuves méthodiquement. Relevés téléphoniques, documents falsifiés, mon témoignage sur la serrure rayée et les informations manquantes. Ils avaient aussi découvert quelque chose que j'ignorais. Robert avait déjà contacté 2 avocats différents au sujet de son fils, lui faisant don d'une propriété avant de tenter la fraude. Les 2 avocats avaient refusé de l'aider quand il n'a pas pu produire les documents appropriés. La juge semblait particulièrement offensée par la falsification. Elle a brandi le faux acte de transfert et a dit « M. Robert, vous avez falsifié la signature de votre fils sur plusieurs documents légaux. Ce n'est pas un malentendu ou un conflit familial. C'est un crime grave. » L'avocat commis d'office de Robert a tenté de plaider pour une libération sur simple promesse de comparaître, citant son âge et son manque d'antécédents criminels violents. Le procureur a rétorqué qu'il présentait un risque de fuite et avait montré une planification sophistiquée dans son crime. La juge s'est rangée du côté de l'accusation, mais a réduit la caution à 25 000 $. Après l'audience, la sœur de Robert, Nancy, m'a approché à l'extérieur du palais de justice. Je m'attendais à une autre leçon sur la loyauté familiale. Au lieu de cela, elle m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des photocopies de chèques que Robert avait falsifiés sur son compte au fil des ans, pour un total d'environ 3 000 $. Elle a dit « Je n'ai jamais porté plainte parce que c'est mon frère. Je le regrette maintenant. Peut-être que si quelqu'un l'avait tenu pour responsable plus tôt, on n'en serait pas arrivé là. » Elle m'a dit que Robert avait emprunté de l'argent à tous les membres de la famille au fil des ans, ne remboursant jamais un centime. Il avait volé les bijoux de leur mère quand elle était mourante et les avait vendus. Il avait pris des cartes de crédit au nom de son ex-petite amie. Tout le monde le savait, mais personne ne voulait être celui qui impliquerait la police. « Tu fais ce que nous aurions tous dû faire il y a des années », a dit Nancy. « Reste fort. » Ce soir-là, j'ai reçu un appel de la prison. C'était Robert. Contre l'avis de mon avocat, j'ai accepté l'appel. « Michael, dit-il, la voix brisée. Je suis ton père. Comment peux-tu me faire ça? Tu as essayé de voler ma maison, ai-je répondu, surpris de mon propre calme. J'allais te rembourser. C'était juste temporaire. J'avais une opportunité d'affaires. Arrête de mentir, les jeux interrompus. Tu as falsifié ma signature. Tu as commis un vol d'identité. Tu m'as regardé dans les yeux pendant des mois en préparant ton coup pour me voler. Mais la prison, Michael, tu veux envoyer ton père en prison? Qu'est-ce que les gens vont penser? Je me fiche de ce que les gens pensent. Ce qui m'importe, c'est que tu as essayé de détruire mon avenir pour ton propre gain. Il y eut un silence. Puis il a dit quelque chose qui a confirmé que j'avais fait le bon choix. Tu me le dois. Je t'ai donné la vie. Cet appartement devrait être à moi de toute façon. Tu n'existerais même pas sans moi. J'ai raccroché. Mon avocat a appelé ce matin avec des nouvelles intéressantes.
Le procureur veut ajouter d'autres charges. Ils ont trouvé des preuves que Robert avait tenté des combines similaires avec 2 autres propriétés, approchant de récents acheteurs de maisons à la salle de sport qu'il fréquente, en se faisant passer pour un consultant immobilier. Bien que ces tentatives n'aient pas été aussi loin, elles établissent un schéma de comportement. Il ne s'agit plus seulement de moi. Il s'agit d'arrêter un fraudeur en série qui se trouve être mon père. Ma mère est passée hier soir avec de la nourriture chinoise à emporter et une bouteille de vin. Nous nous sommes assis sur mon balcon, le balcon de la maison que j'ai failli perdre, et elle m'a raconté des histoires sur Robert que je n'avais jamais entendues. Comment il avait essayé de réhypothéquer leur maison à son insu quand j'étais bébé. Comment il avait volé dans la succession de son propre père. Tu brises le cycle, a-t-elle dit. Je suis si fière de l'homme que tu es devenu, malgré lui, pas grâce à lui. La date du procès a été fixée à dans 3 mois. L'avocat commis d'office de Robert a déjà pris contact au sujet d'un accord de plaidoyer, ce qui me dit qu'ils savent que les preuves sont accablantes. Mon avocat dit qu'il risque de 3 à 5 ans s'il est reconnu coupable de toutes les charges, peut-être 18 mois avec un accord de plaidoyer. Certains membres de la famille ont changé d'avis. Mon cousin Brian a appelé pour s'excuser de sa réaction initiale et a partagé sa propre histoire de Robert, empruntant $500 pour mon cadeau d'anniversaire quand j'avais 10 ans. Je n'ai jamais eu ce cadeau. Je suis en thérapie maintenant 2 fois par semaine. Le docteur Martinez est spécialisé dans les traumatismes familiaux et l'abus financier. Elle m'aide à comprendre que me protéger n'est pas de la cruauté, c'est de la survie. Elle m'a demandé d'écrire ce que j'aurais perdu si Robert avait réussi. Ma maison, mon score de crédit, ma capacité à obtenir des prêts pendant des années, mes économies, les frais juridiques pour réparer les dégâts, mon sentiment de sécurité, ma réputation professionnelle si la fraude avait été découverte plus tard, ma foi en la famille. En regardant cette liste, je n'ai aucun regret. Il a choisi de commettre ces crimes. Je choisis simplement de ne pas être sa victime. Mise à jour 2. 6 semaines plus tard. Beaucoup de choses se sont passées depuis ma dernière mise à jour, et j'ai besoin de documenter cela pour ma propre santé mentale autant que pour toute autre chose. Premièrement, Robert a payé sa caution. Son frère Thomas, à qui je n'avais pratiquement pas parlé depuis des années, a mis sa maison en garantie. J'ai appris par Nancy que Thomas croit sincèrement que Robert est innocent, que tout cela n'est qu'un malentendu. J'ai installé un système de sécurité et des caméras dans mon appartement. Mon avocat a obtenu une ordonnance d'éloignement empêchant Robert de s'approcher à moins de 150 mètres de moi ou de ma propriété. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un appel d'une inspectrice, Patricia Wong, d'un comté voisin. Robert faisait l'objet d'une enquête pour une combine similaire datant de 5 ans. Une femme âgée nommée Dorothy avait perdu sa maison suite à une saisie après que Robert, se faisant passer pour un conseiller financier, l'ait convaincu de signer des documents transférant son titre de propriété à une société écran qu'il contrôlait. Elle avait eu trop honte pour le signaler au début, mais voir son arrestation dans les nouvelles lui a donné le courage de se manifester. Dorothy a 74 ans. Elle a vécu dans cette maison pendant 40 ans. Elle est maintenant dans une résidence pour personnes âgées, sa retraite détruite. Quand l'inspectrice Wong nous a mis en contact, Dorothy a pleuré au téléphone, me remerciant de lui avoir tenu tête. Je pensais que j'étais stupide de m'être fait avoir, a-t-elle dit. Mais il était si convaincant, si charmant. C'est là que j'ai vraiment compris. Mon père est un prédateur. Il cible les gens qui lui font confiance, qui sont vulnérables, qui ne se défendront pas. Sauf que cette fois, il a mal calculé. Le procureur a ajouté le cas de Dorothy aux accusations. Robert fait maintenant face à des chefs d'accusation supplémentaires pour abus de faiblesse sur personnes âgées et vol qualifié. Sa peine potentielle est passée de 3 à 5 ans à 8 à 12 ans. La semaine dernière devait être une audience de routine sur la soumission des preuves. Robert s'est présenté, l'air hagard, ayant probablement perdu 10 kilos. Mais ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. Au milieu de l'audience, Robert s'est soudainement levé et a commencé à me crier dessus. « Tu m'as détruit, ton propre père. Je t'ai tout donné, et c'est comme ça que tu me rembourses. Tu n'es plus mon fils. » Le juge l'a condamné pour outrage au tribunal, et il a passé une autre nuit en prison. Mais son éclat a révélé quelque chose d'important. Il ne pense toujours pas avoir fait quelque chose de mal. Dans son esprit, je suis le méchant pour l'avoir tenu responsable. Ma thérapeute dit que c'est typique des abuseurs financiers. Ils croient sincèrement qu'ils ont droit à ce qu'ils prennent. La violation de la confiance ne leur vient pas à l'esprit car ils ne voient pas les autres comme des entités distinctes méritant le respect et l'autonomie. La dynamique familiale a changé de façon spectaculaire. Nancy est devenue mon alliée officieuse,
partageant des documents et des preuves qu'elle avait gardés au fil des ans. Elle m'a donné une boîte de reçus, de chèques falsifiés et de lettres remontant à 2 décennies. C'est une trace écrite de destruction. Mon oncle Thomas a finalement vu la lumière quand Robert lui a demandé 10 000 $ pour les frais de justice, puis s'est présenté chez lui ivre, menaçant de brûler sa maison si Thomas ne payait pas. Thomas a appelé la police et Robert a été arrêté à nouveau pour menaces criminelles. Il est de nouveau en liberté sous caution, mais Thomas a complètement retiré son soutien. 3 cousins m'ont contacté avec leurs propres histoires. Jennifer s'est fait voler son identité quand elle avait 18 ans. Robert avait utilisé son numéro de sécurité sociale pour obtenir un forfait de téléphonie mobile et n'a jamais payé. Joshua a découvert que Robert récupérait le courrier de son immeuble et ouvrait des cartes de crédit. Jessica a découvert que Robert avait convaincu sa mère âgée de le nommer bénéficiaire d'une police d'assurance vie. Nous avons formé une sorte de groupe de soutien inattendu. Nous nous réunissons 1 fois par semaine chez Jennifer, partageant des histoires et des preuves. Le procureur monte des dossiers supplémentaires sur la base de ce que nous avons découvert. Mais voici le développement le plus surréaliste. L'avocat de Robert a contacté le mien avec une offre de plaidoyer. Si j'accepte d'abandonner les poursuites et de ne pas témoigner, Robert renoncera à toute prétention sur ma propriété, qu'il n'a jamais eue de toute façon, et acceptera de ne plus jamais me contacter. Mon avocat a carrément ri. Il est délirant s'il pense que ça va arriver. Nous avons contre-proposé notre propre offre. Robert plaide coupable à toutes les accusations, purge la peine maximale, paie une restitution complète à toutes les victimes et s'enregistre comme délinquant financier. Son avocat a dit qu'ils y réfléchiraient. J'ai beaucoup pensé à l'inné contre l'acquis. Robert est-il devenu ainsi à cause de son éducation? Son père, mon grand-père, était apparemment aussi un magouilleur, bien que pas à ce point criminel. Ou est-il né avec une incapacité fondamentale à respecter les limites et la propriété des autres? Je ne le saurai jamais. Et franchement, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il a choisi, à plusieurs reprises et délibérément, de nuire aux personnes qui lui faisaient confiance. Ma mère m'a envoyé une photo hier de ma remise de diplôme universitaire. Robert s'était en fait présenté, surprenant tout le monde. Sur la photo, il a son bras autour de moi et nous sourions tous les deux. J'avais l'air si heureux qu'il soit là, si désespéré d'obtenir son approbation et son amour. Ce jeune homme sur la photo ne voulait rien de plus qu'un père qui se souciait de lui. Au lieu de cela, il a eu un prédateur qui le voyait comme une cible. Mais ce jeune homme a grandi pour devenir quelqu'un qui ne se laisserait pas victimiser, qui se lèverait non seulement pour lui-même, mais pour Dorothy, pour Nancy, pour toutes les victimes qui l'ont précédé. Le procès est dans 6 semaines. Je suis prêt à témoigner. Je suis prêt à le regarder dans les yeux et à dire la vérité sur qui il était, ce qu'il a fait. Et quand ce sera fini, quel que soit le résultat, je saurai que j'ai fait ce qu'il fallait. Mise à jour finale. 3 mois plus tard. Ce sera ma dernière mise à jour sur cette situation. Les procédures judiciaires sont terminées et je dois clore ce chapitre de ma vie. Robert a plaidé coupable à toutes les accusations la semaine dernière. Le procès n'a jamais eu lieu. 3 jours avant la date prévue, son avocat a demandé une réunion d'urgence. Les preuves étaient accablantes, non seulement de mon cas, mais aussi de celui de Dorothy et de 3 autres victimes qui s'étaient manifestées. Le procureur avait également découvert une société écran que Robert avait créée spécifiquement pour la fraude immobilière, avec des documents falsifiés remontant à 7 ans. Finalement, il a plaidé coupable de vol d'identité, le mien, de falsification, plusieurs chefs d'accusation, de tentative de vol qualifié, mon appartement, d'abus de faiblesse sur personne âgée, Dorothy, de vol qualifié, la maison de Dorothy, de fraude électronique, la société écran, et d'évasion fiscale, revenus non déclarés de ses combines. La peine, 6 ans dans une prison d'État avec possibilité de libération conditionnelle après 4 ans. Il doit payer 340 000 $ de dédommagement, principalement à Dorothy, s'enregistrer comme délinquant financier et il lui est interdit d'occuper tout emploi impliquant des services financiers, l'immobilier ou une responsabilité fiduciaire. Lors de l'audience de détermination de la peine, le juge a autorisé les déclarations des victimes sur l'impact du crime. Dorothy a commencé, décrivant comment elle dépend maintenant des banques alimentaires et vit dans un appartement exigu avec sa fille. Elle a regardé Robert droit dans les yeux et a dit « Vous n'avez pas seulement volé ma maison. Vous avez volé ma dignité, mon indépendance, mes années dorées. » Quand ce fut mon tour, j'avais préparé une longue déclaration sur la trahison et la famille. Mais debout là, regardant cet homme brisé et pathétique, j'ai dit tout autre chose. « Robert, on t'a donné d'innombrables occasions d'être un père, un frère, un partenaire. Au lieu de cela, tu as choisi d'être un prédateur.
Tu as considéré chaque relation comme un coût potentiel, chaque confiance comme une faiblesse à exploiter. Je ne suis pas ici en tant que ton fils. Cette relation est morte quand tu as essayé de voler ma maison. Je suis ici comme l'une de tes nombreuses victimes qui a refusé de se taire. J'espère que la prison te donnera le temps de réfléchir à l'homme que tu as choisi de devenir. Robert a été autorisé à parler. Il s'est levé, a regardé la galerie remplie de ses victimes et de leurs familles et a dit « Je suis désolé pour tout. J'ai une maladie. J'ai besoin d'aide. » Même là, même face à la prison, il ne pouvait pas assumer une réelle responsabilité. C'était une maladie, pas des choix. Il avait besoin d'aide, pas de conséquences. Après l'audience, quelque chose d'inattendu s'est produit. Thomas s'est approché de moi, les larmes aux yeux. Il s'est excusé de ne pas m'avoir cru, d'avoir cautionné Robert pendant tant d'années. Il m'a dit que mettre sa maison en garantie pour la caution de Robert lui avait presque coûté son mariage. Sa femme, Sandra, avait menacé de le quitter s'il ne voyait pas la vérité sur son frère. « Tu as fait ce que j'aurais dû faire il y a 20 ans, a-t-il dit. Tu t'es protégé et tu as protégé les autres. Cela demande un courage que je n'avais pas. » Nancy a organisé un dîner après la condamnation. 7 des victimes de Robert y ont assisté, ainsi que des membres de la famille qui nous ont soutenus. C'était cathartique, de partager des histoires sans honte ni jugement. Dorothy s'est assise à côté de moi, me tapotant la main de temps en temps comme le ferait une grand-mère. « Tu as sauvé d'autres personnes de lui, » a-t-elle dit. Qui sait combien de personnes de plus il aurait blessé. Les conséquences financières sont toujours en cours. J'ai dépensé environ 15 000 $ en frais juridiques, système de sécurité et thérapie. Le procès civil que mon avocat a intenté permettra, espérons-le, de récupérer une partie de cette somme, mais Robert n'a pas de réels actifs. Tout ce qu'il a jamais eu, il l'a obtenu par la fraude. Mon appartement est en sécurité. J'ai refinancé avec un autre prêteur et ajouté plusieurs mesures de sécurité pour empêcher toute tentative de fraude future. Mon crédit est surveillé en permanence. J'ai appris à être vigilant sans être paranoïaque. La dynamique familiale a changé de façon permanente. Certains parents pensent encore que je suis allé trop loin, que les affaires de famille devraient rester privées. J'ai coupé les ponts avec eux. D'autres, comme Nancy et Jennifer, sont devenus plus proches de moi que jamais. Nous prenons régulièrement des nouvelles les uns des autres, un réseau de soutien né d'un traumatisme partagé. Ma mère et moi sommes plus fortes que jamais. Elle m'a dit récemment que me voir tenir tête à Robert l'avait aidé à se pardonner d'être resté avec lui aussi longtemps. Tu m'as montré que ces victimes ne sont ni faibles ni stupides, a-t-elle dit. Nous étions juste des êtres humains qui attendaient une décence élémentaire de la part de quelqu'un qui en était incapable. Je suis toujours en thérapie, travaillant sur des sentiments complexes de deuil. Pas le deuil de Robert. Il n'a jamais vraiment été un père pour moi, mais le deuil du père que je méritais mais que je n'ai jamais eu. Le docteur Martinez dit que c'est normal, que je fais le deuil de la relation qui aurait dû exister. Mon travail m'a soutenu tout au long de cette épreuve. Mon manager m'a donné des horaires flexibles pour les dates de tribunal et la thérapie. Quelques collègues qui ont vécu des situations familiales similaires m'ont offert leur soutien. Il s'avère que l'abus financier au sein des familles est plus courant qu'on ne le dit. J'ai rejoint un groupe de soutien pour les victimes de fraude familiale. Nous nous réunissons tous les mois, partageant des ressources et des expériences. Je travaille avec une organisation à but non lucratif qui aide les victimes âgées d'abus financiers, utilisant mes compétences techniques pour les aider à comprendre la sécurité en ligne. Dorothy y est également bénévole, partageant son histoire pour aider les autres à reconnaître les signes avant-coureurs. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de Robert de la prison. Mon avocat m'a conseillé de ne pas l'ouvrir, mais la curiosité l'a emporté. C'était 2 pages de manipulation. Comment il a trouvé Dieu, comment il a changé, comment il a besoin de mon pardon pour guérir. Il demandait si je pouvais mettre de l'argent sur son compte de cantine parce que, sûrement tu peux bien donner quelque chose à ton père. Même depuis la prison, même après tout, il continue ses combines, me considérant toujours comme une cible potentielle. J'ai jeté la lettre. Les gens me demandent si j'ai des regrets. Je n'en ai pas. J'ai protégé moi-même, ma maison et mon avenir. Je l'ai empêché de victimiser d'autres personnes. J'ai tenu tête à quelqu'un qui comptait sur les liens familiaux pour le protéger des conséquences. Robert n'est plus mon père. Il n'est plus qu'un numéro de matricule dans le système pénitentiaire de l'État, purgeant une peine pour des crimes qu'il a choisi de commettre. Et je ne suis pas sa victime. Je suis un survivant qui a refusé de se taire, qui a choisi la justice plutôt que la complaisance, qui a brisé le cycle de l'abus. Mon appartement, celui qu'il a essayé de voler, est devenu mon sanctuaire. J'ai repeint,
acheter de nouveaux meubles, créer un espace qui est entièrement à moi. Parfois, je me tiens sur mon balcon, regardant les lumières de la ville, et je ressens une profonde gratitude d'avoir fait confiance à mon instinct, de m'être battu, d'avoir gagné. Ce chapitre est clos. Robert sera en prison jusqu'à ce que j'aie au moins 30 ans. Quand il sortira, l'ordonnance d'éloignement sera toujours en vigueur. Il sera un criminel financier enregistré, incapable de s'en prendre aux autres aussi facilement. Et je vivrai ma vie, libéré de son ombre. À quiconque lit ceci et fait face à des abus financiers familiaux, vous n'êtes pas obligé de protéger quelqu'un qui vous fait du mal, quels que soient les liens du sang. Vous méritez la sécurité, la sûreté et la paix. Ne laissez personne, surtout pas la famille, vous convaincre du contraire. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de ce parcours. Je ferme ce compte maintenant, prête à avancer dans ma vie. Restez fort. Protégez-vous. Choisissez la justice. Michael.